Donc juste pour revenir très rapidement, pour que ce soit très clair pour tout le monde, je l'ai dit en tout cas, donc c'est vraiment comment est-ce que je peux utiliser les mécaniques de jeu. Et par mécanique de jeu, on entend qu'est-ce qui, au-delà du look et de la façon dont on joue à un jeu en particulier, c'est quelles sont les règles derrière qui font qu'un jeu est marrant et qui font que depuis que l'homme est homme, il joue, d'ailleurs même les animaux jouent pour apprendre des choses, mais pourquoi est-ce que les jeux fonctionnent? Et donc tout l'art de la gamification, c'est d'arriver à décortiquer les recettes du jeu, de ce qui fait qu'un jeu est sympa à jouer, pour se dire qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement et puis le transposer dans d'autres secteurs. Ces autres secteurs, ils sont multiples. Là, j'en ai mis quelques-uns et aujourd'hui, la gamification joue à plein dans tous ces secteurs. Par exemple, dans le sport. Aujourd'hui, certains parmi vous ont sûrement des applications quand ils vont courir, qui les mettent en compétition avec leurs amis, qui leur remontent tous les chiffres, les statistiques qu'ils ont pu avoir et qui leur donnent des récompenses quand ils arrivent à sortir 2 fois, 3 fois par semaine, à dépasser 10 km, à courir à un certain rythme, à faire un certain nombre de dénivelés. Donc ça, c'est de la gamification dans le sport. On le retrouve dans le civisme. Au Texas, par exemple, ils avaient un gros problème sur les autoroutes, c'est que les gens jetaient leurs déchets par la fenêtre. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que plutôt que d'avoir à nettoyer des kilomètres et des kilomètres d'autoroutes, ils ont créé des zones, un peu comme des paniers de basket ou des paniers de foot américains, sur lesquels on invitait les gens à se viser des zones pour balancer leurs déchets par la fenêtre. Et donc ça a amené un peu des comportements en voiture, les gens balançaient dans les zones qui étaient de plus en plus petites au fil du temps, et finalement à réussir à nettoyer plus de 95% des endroits où les gens pouvaient jeter des déchets pour essayer de concentrer ça dans un seul endroit et puis petit à petit à réapporter des comportements un peu plus civiques. Ça se retrouve dans les régimes alimentaires. Weight and Watchers, quand on compte ses points, c'est juste de la gamification du régime. On met un système simple pour faire le compte, savoir si on est au-dessus ou en dessous. C'est encore une fois une forme de gamification. On le retrouve dans les ressources humaines, que ce soit sur du recrutement, que ce soit sur de la gestion des compétences. On voit aujourd'hui des entreprises qui arrivent à flécher les parcours de gestion de compétences avec des jeux internes pour essayer d'amener tout un tas de publics différents à s'améliorer. On le retrouve évidemment dans les forces de vente, historiquement, voilà, le meilleur vendeur du mois, les primes à la performance. Tout ça, c'est un système basique de gamification, mais plein d'autres choses se sont mises par-dessus pour complexifier un peu cette approche et la rendre plus ludique et pas seulement basée sur la rétribution. Et puis dans la vie quotidienne, votre carte de fidélité à la boulangerie du coin, c'est un système de gamification. Si vous êtes suffisamment fidèle, donc si vous accomplissez un certain nombre d'objectifs, revenir 10 fois, on va vous donner une récompense, on va vous donner un sandwich gratuit. Donc toutes ces formes de gamification, on les retrouve et évidemment, la formation est un endroit intéressant puisque le jeu, ce qu'il arrive à faire dans ses mécaniques, c'est d'arriver à provoquer le changement. Et dans la formation, c'est bien ça qu'on veut faire, c'est d'amener quelqu'un à passer d'une situation A à une situation B et l'apprentissage, c'est venir acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux comportements. Donc si jouer, c'est apprendre, on va se pencher un petit peu plus sur, en gros, les 3 choses que la gamification peut nous apporter en formation. Ça, c'est un peu un des papes du jeu, c'est un game designer super célèbre, Ralph Koster, qui a sorti un bouquin qui est un peu fondamental sur la gamification, qui est Theory of Fun, donc la théorie du fun, de l'amusement, et qui justement essaie de... parmi tous les jeux qu'il a créés, vous irez voir sa bio sur Wikipédia, c'est assez impressionnant. Parmi tous les jeux qu'il a créés, il a essayé de sortir un petit peu les quelques règles qui font que ces jeux étaient drôles et sur quelle base est-ce qu'ils fonctionnent. Et c'est ça qu'on va essayer de transposer aujourd'hui à la formation. Donc ce que le jeu fait bien, c'est principalement 3 choses, alors il y en a plein d'autres, mais dans le domaine de la formation, c'est sur ces 3-là que je vais m'arrêter ce matin. C'est la progression. C'est comment est-ce qu'on parvient à prendre quelqu'un qui est pas joueur ou peu joueur et à l'amener à un niveau où il devient expert. Donc si on transpose ça dans la formation, c'est comment je prends quelqu'un qui est débutant ou en tout cas qui a un niveau donné pour l'amener à un niveau de compétence supérieure. Le jeu gère très bien la répétition. On va voir que le jeu, c'est que de la répétition. Et je pense qu'en formation, alors moi je suis moins expert formation que gamification, mais je pense que la répétition est un des axes fondamentaux pour réussir à faire retenir quelque chose à quelqu'un. Et puis le feedback, on verra que la notion de feedback c'est une notion assez large qui est de dire au joueur ou donc dans notre cas à la personne qui est formée, est-ce qu'elle a bien fait, est-ce qu'elle est sur la bonne voie et comment est-ce qu'elle peut progresser. Donc on va regarder un petit peu ces 3 points. Tout d'abord la progression.
La progression, forcément, ça part du principe qu'il y a une quantité de choses à apprendre. Sinon, si on était sur un niveau où il y a très peu de choses à apprendre, on n'aurait pas ces problèmes de besoin de gamifier une formation. Qui parmi vous a déjà joué au Morpion? Ok. Qui a joué au Morpion au cours des 10 dernières années? Ah, quand même. Qui serait content de faire une partie de Morpion maintenant? Ok. Bon, vous êtes un cas un peu particulier, parce que le Morpion est probablement le jeu le plus rébarbatif de l'histoire. Sur l'entame du jeu, on a 3 possibilités. Donc c'est soit je me mets dans un coin, soit je me mets sur un côté, soit je me mets au centre. Celui qui joue après a 5 possibilités. À partir de là, toutes les combinaisons sont connues. Donc c'est un non-jeu. C'est pas drôle du tout. Si vous y jouez suffisamment longtemps, vous vous embêtez. En général, on fait jamais plus de 10 parties de Morpion de suite, sauf contre soi-même, et en général, on arrive à perdre des fois. Enfin, à faire égalité. Donc c'est un des jeux qui est les moins intéressants, justement parce qu'il y a très peu de quantité de choses à apprendre, et il y a très peu de choses surprenantes, et du coup la progression, c'est je sais pas jouer au Morpion, je sais jouer au Morpion. Fini. Je passe à quoi d'autre maintenant? Donc en gros, en termes d'apprentissage, si on le compare par exemple avec un jeu qui est un poil plus intéressant stratégiquement, qui est les échecs, si on compare les deux, en gros en termes d'apprentissage, sur le développement mental et de compétences, on est à peu près dans cette proportion-là, et encore parce qu'il fallait que vous puissiez lire le carré rouge en bas à gauche. Donc il y a cette notion de progression que le jeu arrive bien à gérer, et on va voir pourquoi. La progression, c'est aussi embarquer tout le monde. Là, dans la salle, je pense que si je lance une compétition de Morpion, on n'a pas tous le même niveau. Donc si je veux faire une formation au Morpion, il faut que je sois capable d'embrasser tout le monde. Et ça, le jeu arrive très bien à le faire, avec quelque chose qui est assez... maintenant connu dans le monde du jeu et notamment du jeu vidéo, qui est comment je dévoile petit à petit les différentes compétences dont on va avoir besoin. Ça, c'est la notion de onboarding. C'est comme dans les avions, onboarding, c'est comment est-ce que je fais embarquer tout le monde dans mes formations. Et donc, il y a cette notion de dévoilement progressif de la difficulté. Ça, c'est un écran de World of Warcraft. Qui joue à World of Warcraft ici? Voilà, ceux qui ont des enfants peut-être. C'est un des plus gros hits dans les jeux vidéo. Il y a plusieurs centaines de millions de joueurs. C'est un jeu en temps réel, donc ils sont connectés en temps réel. Ça, c'est l'écran que voit un débutant. En gros, quand on commence World of Warcraft, on peut avancer et taper. Jusque-là, ça plaît à peu près à tout le monde. En général, au bout d'une 50aine d'heures de jeu, l'écran moyen de quelqu'un qui joue à World of Warcraft, c'est ça. Ça, c'est l'écran normal. Hein. Vraiment, il y a pire encore. Donc le jeu est derrière tout un tas d'autres informations qui ont été dévoilées progressivement avec tout un tas de mécaniques de jeu. Donc il y a les mécaniques sociales, donc mes équipes avec lesquelles je joue ou avec lesquelles je suis en compétition, des actions rapides que je peux faire, des pouvoirs que j'ai acquis, tous les classements en temps réel du jeu, des choses que je peux convoiter, la carte en haut à droite du monde que j'ai découvert. Donc la partie blanche, c'est ce que j'ai vu du monde, la partie noire, c'est ce que j'ai pas encore découvert. Et donc cette complexification fait que contrairement au Morpion, on a des gens qui tombent dans l'addiction, on va pas parler d'addiction parce que c'est pas le sujet, mais qui tombent dans l'envie de jouer toujours plus, parce que justement on a réussi à complexifier ça. Maintenant, si on rembobine un petit peu, si je mets ça tout de suite à un joueur, il n'y a aucune chance qu'il arrive à comprendre ce que j'attends de lui et arriver à jouer tout simplement. Ils ont fait des études parce qu'il y a un championnat du monde de World of Warcraft, avec des commentateurs aussi. Ils ont fait des études, un joueur très expert, donc qui a passé plus de 8000 heures sur le jeu, arrive à faire, avec les raccourcis clavier et tout, à faire plus de 12 opérations par seconde pour commander ses équipes, envoyer des messages. Donc voilà, donc il y a quand même un apprentissage très fort. Alors est-ce que c'est de l'énergie mise à bon escient? Ça, je vous laisserai en décider. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est fondamental sur cette progression dans l'apprentissage. Donc c'est ce qu'on appelle l'information en cascade, et l'information en cascade, elle est aussi matérialisée, ça c'est Age of Empires, c'est un jeu un peu plus vieux, par des cartes de connaissances. Les jeux arrivent très bien, souvent on est dans des domaines imaginaires. Si je fais une formation marketing, je vois à peu près quelles sont les prochaines étapes. Si je suis dans Age of Empires et que je dois éduquer une civilisation à conquérir le monde et à buter toutes les autres, je vais avoir besoin à un moment d'archers. Sauf que pour pouvoir fabriquer des archers, il faudra avant ça que j'ai appris à faire des piquiers, et puis des fantassins. Et puis avant ça, il faudra que j'ai appris à chasser.
Et puis avant ça, il faudra que j'ai appris à faire des pieux en bois et à faire le feu. Et donc il y a cette capacité à dévoiler petit à petit les connaissances et à dire pour avoir ce module de connaissances, tu dois avoir celui-ci, et donc à donner une sorte d'incentive à aller chercher toujours un peu plus de connaissances, toujours un peu plus d'avancement dans le jeu. Si on le transpose au domaine de la formation, ça c'est Duolingo, c'est un exemple que je reprendrai sur les autres parties de la présentation. Ils font ça très bien, c'est une application pour apprendre les langues, pour apprendre une langue. Et en fait, ils partent du principe que c'est exactement comme dans un jeu vidéo. Donc je vais apprendre le vocabulaire basique, puis après je vais apprendre quelques phrases, manger, les animaux, et puis je vais apprendre à faire du pluriel, et puis petit à petit je vais apprendre le vocabulaire sur l'habillement, et je vais dérouler comme ça toutes les compétences, mais en ayant déjà une perception de ce que je vais pouvoir potentiellement découvrir après. Alors c'est un peu masqué, alors comme ça rajoute un petit peu de hasard dans le côté jeu, mais là je me dis je vais peut-être apprendre les sports, le vocabulaire lié au sport, mais si j'ai envie d'apprendre le vocabulaire lié au sport, j'ai d'autres étapes à accomplir auparavant. Donc ça c'était pour la partie progression. La partie répétition est super importante aussi. Ça c'est Scott Rogers qui nous le dit dans Level Up. Scott Rogers c'est lui aussi un game designer très célèbre et qui a beaucoup réfléchi justement sur cette notion de comment est-ce que j'amène les joueurs à progresser. Cette notion de comment est-ce que je peux leur donner les outils nécessaires pour qu'ils deviennent de bons joueurs. Et pour lui, sa phrase clé c'est jouer, c'est répéter. Et principalement répéter quoi? Des actions avec un but qui est d'accomplir une mission. Donc il y a vraiment cette notion de quête. On verra tout à l'heure cette notion d'histoire qui est racontée, mais toujours avec une action assez simple j'ai quelques actions à ma disposition et je vais les répéter incessamment pour progresser dans le jeu. Alors ça, je pense que vous reconnaissez malgré le côté un peu pixelisé. Ça, c'est Mario. Mario, probablement, a été dans l'histoire des jeux vidéo un des jeux les plus marquants. Mario, il fait quoi? Il saute. Mario, il saute des tubes verts. Et ça, c'est le niveau 1 du premier jeu de la série 4. Donc en gros, c'est le premier niveau, c'est vraiment pour les débutants. Qu'est-ce qu'on demande aux joueurs? On demande de sauter, puis on demande de sauter, puis on va leur demander de sauter. Sauf que petit à petit, on va intégrer de nouveaux éléments. Mais on ne va pas lui demander tout de suite de faire 14 actions en même temps. On va lui demander de sauter, de ressauter. Donc on va lui demander de sauter un pot un petit peu plus haut. Donc le timing va être un petit peu plus compliqué. Donc on va juste augmenter la complexité. Ça, on ne le voit pas trop, mais c'est un ennemi. Et Mario, pour tuer ses ennemis, saute dessus. Donc on lui redemande de sauter, mais sur quelque chose d'autre, avec une réaction différente. Et si on projette un petit peu plus, ça c'est le niveau complet. Ça c'est le niveau 1 complet. Les seules choses qu'il y a à faire sur ce niveau, c'est de sauter. Sauf qu'à un moment, on va lui demander de sauter un trou, puis de ressauter tout de suite derrière sur quelque chose. Ou de descendre de la plateforme pour tomber sur un ennemi. Donc petit à petit, on va complexifier ça. Et si on rapporte ça à de la formation, ce qui est super intéressant, c'est de se dire quels sont les différents apprentissages que je veux donner au cours de ma formation. Et comment est-ce que je les mets en scène. Donc si j'arrive à trouver le plus petit dénominateur commun, c'est ce que je vais donner en premier. Après, on va varier un peu, on va parler d'un autre sujet. Puis on va essayer de faire ce qu'on appelle en jeu vidéo des combos. On va essayer de mettre les deux en même temps. Et petit à petit, une fois que j'aurai essayé de voir les deux en même temps, je vais pouvoir introduire une troisième notion. Et puis on va recomplexifier en mettant les trois notions ensemble. Et en faisant comme ça, on se rend compte qu'on arrive vraiment à faire à la fois répéter sans que les gens s'en rendent compte vraiment. Parce que finalement, dans Mario, je ne fais que sauter, mais comme je saute dans des conditions un peu différentes à chaque fois, voilà, l'apprentissage basique du saut est acquis et maintenant je le mets en application dans d'autres choses. Donc il y a cette notion de répétition, de progression et puis de hasard qui rentre en ligne de compte aussi dans le jeu. Si je reprends mon exemple de Duolingo, sur la partie évaluation, c'est des quiz. Il y a 18 questions pour maîtriser une notion. Et on va tourner autour des mêmes mots à chaque fois, sauf que là, par exemple, il faut que je traduise en tapant le texte pour montrer que je sais ce que hombre veut dire en espagnol. Donc man, homme en français. Sauf que la fois d'après, je vais avoir la même question, mais avec un QCM. Puis la même question avec une réponse à trous. Et petit à petit, comme ça, je vais devoir utiliser la même notion que j'ai apprise, mais avec des conditions un petit peu différentes. Et c'est comme ça qu'on casse l'effet de lassitude lié à la répétition. Donc le jeu vidéo arrive très bien à faire répéter des choses en l'enrobant d'un petit côté ludique et sympa, avec une petite histoire qui fait que on n'a pas l'impression de subir la répétition.
Et puis la troisième notion très liée au jeu, donc en gamification, c'est le feedback. Là, je vous ai mis une formation interne qui se passe chez Deloitte. Donc ça, c'est ce que voit l'apprenant côté formation de e-learning. Donc si je vous montre, personne n'est de Deloitte dans la salle. Donc si je vous montre ça, bon, c'est un peu chiant. Hein. Si je rajoute ça, ce qui est le cas chez eux, on voit ici que mon profil un peu sérieux et puis mon accès e-learning un peu classique, ici je vois que j'ai des seuils, j'ai des quêtes à accomplir, j'ai des missions à accomplir, ce qui tout de suite donne un tout petit peu plus envie d'aller cliquer et d'aller faire progresser ces barres, de se comparer à d'autres. Toujours dans cette notion de feedback, ça c'est une vue chez Khan Academy de tous les apprentissages que je peux avoir sur des notions de mathématiques. Donc on commence par addition et soustraction, et puis on progresse sur les différentes notions. Toujours dans cette quête, Foursquare, ça c'est une application de géolocalisation. Peut-être parmi vous l'utilise ou l'utilise encore parce qu'elle est un peu passée de mode. Ce qui a fait marcher l'application, ça a été le fait de mettre en place un jeu où, en faisant suffisamment d'actions de géolocalisation, je gagnais des badges. Donc je me suis localisé avec un copain, ça c'est le 4e en haut à gauche. Je me suis localisé dans un bar. Et donc comme ça, ils ont réussi à donner envie à tout un tas de personnes, à une époque où on n'était pas aussi apte à donner des données sur sa vie personnelle, à partager quand même des choses et à le faire de manière plus répétitive. Donc de gagner cette notion de répétition grâce à quelque chose qui est donné, alors qui ne coûte rien, puisque c'est des badges virtuels, mais qui donne envie de progresser et qui permet aussi soit en tant qu'utilisateur de savoir où est-ce que j'en suis dans la découverte. Ça c'est Pokémon. Ça s'adresse à un autre type de joueurs. Pokémon, la mécanique qu'il y a derrière, il y en a plusieurs, il y a des mécaniques de combat, il y a aussi une mécanique de collection. C'est un peu comme dans Panini, c'est comment je fais pour avoir complété les 493 Pokémon qui existent dans le monde des Pokémon et leurs variantes. Et donc j'ai cette quête de je continue à jouer tant que je n'ai pas tout accumulé. En formation, par exemple dans le e-learning, ça peut être je fais toutes les formations parce que je sens que je vais arriver à 100% et mon but c'est d'arriver à 100%. On parlait tout à l'heure d'application de sport et une Zombies Run, c'est une application de sport. La mécanique c'est quoi? J'ai envie d'aller courir, je lance l'application, suivant le nombre de kilomètres que je vais faire, je vais échapper à un certain nombre de zombies. Donc mentalement, il faut se représenter le truc. Donc si vous voyez quelqu'un courir comme ça dans la rue, potentiellement il a le truc et puis il a des cris de zombies dans les oreilles. Mais potentiellement ça peut être ça. Ils ont plusieurs centaines de milliers de personnes qui se sont mises à ça. Alors c'est pas pour des grands sportifs parce que maximum les courses font 10 km. Mais c'est vraiment pour des débutants, pour des personnes qui n'ont pas forcément envie de courir et qui vont dans l'optique de passer à l'acte. Et donc ça, c'est une autre forme de feedback, c'est de dire, ok, tu as accompli des missions, donc continue à courir. On n'est pas tous égaux. Certains joueurs sont beaucoup plus susceptibles d'être dans la compétition. Il y a quelque chose de génial pour ça, c'est ce qu'on appelle les leaderboards. C'est en gros les classements. On a ça à peu près partout, pas trop à l'école, pas trop dans la formation d'entreprise, mais à peu près partout ailleurs, on essaie de se classer et de savoir où est-ce qu'on en est. Donc dans tous les jeux aujourd'hui sociaux, dans tous les jeux que vous allez pouvoir avoir, vous allez jouer contre vos camarades. Et donc ça c'est une autre forme de feedback, c'est de dire où est-ce que je me trouve. Ça c'est la dernière forme de feedback que je voulais vous montrer et puis après je passerai presque à ma conclusion rapidement. Ça c'est toujours dans le Duolingo, c'est quand je suis allé suffisamment loin, je peux acheter, donc ça ils les vendent, je peux acheter des nouvelles choses pour aller encore plus loin dans le jeu. Donc je commence à passer encore plus expert et je me vante de ça, donc il y a un côté un peu ostentatoire de dire tiens j'ai acheté des nouveaux niveaux ou j'ai acheté des nouvelles capacités qui me permettent d'être vraiment un utilisateur expert. Donc en gros si on compare un petit peu les deux grandes familles, en formation en gros on a les notes, le diplôme, la certification, ça c'est les formes de feedback que la formation donne aujourd'hui réellement à ceux qui apprennent. Ça c'est ce qu'on a à disposition
dans le jeu, quel que soit le jeu. Système de points, système de badge, les classements, le fait de faire des équipes sociales, donc des équipes de différentes personnes, le fait d'explorer une carte, un territoire, le fait de collectionner des choses, les récompenses aléatoires, je vais en dire un tout petit mot sur les récompenses aléatoires. On a fait un test dans des classes d'élèves de 12 ans au Canada pour leur apprendre le calcul mental. En gros, au bout de 10 questions, tout le monde décroche. Ils ont introduit un nouveau système en disant tiens, on va vous donner le choix. Ça ne sera pas forcément les meilleurs qui vont gagner. On va mettre de l'aléatoire dedans. À chaque fois que vous allez répondre à une question, vous allez pouvoir choisir est-ce que tu as un point dans 100% des cas si tu as raison, ou tu as au choix 0 ou 2 points de manière aléatoire, si tu as juste. 3/4 des élèves choisissent le côté aléatoire, alors que l'espérance de gain mathématiquement n'est pas plus importante. Et on s'est rendu compte qu'ils arrivaient à jouer 2 à 3 fois plus longtemps, donc à répondre à 2 à 3 fois plus de questions, tout simplement parce que le côté aléatoire induit un risque, et le risque crée de la dopamine, et la dopamine réveille celui qui s'endort. Et donc juste en utilisant cette petite technique, on se rend compte que d'introduire des éléments aléatoires, ce que fait très bien le jeu vidéo, si vous jouez 10 fois, alors pas Mario à l'époque, mais au nouveau niveau de Mario, à chaque fois que vous allez jouer, ça va être différent. Il y a un peu une part qu'on ne peut pas deviner qui va se mettre en place. Et ça permet de coller aux différentes, et c'est pour ça que vous achèterez le bouquin, aux différentes familles de joueurs. Donc il y a ceux qui veulent tuer les autres, ceux qui font ça pour socialiser, ceux qui font ça pour découvrir, ceux qui font ça pour juste accomplir des choses. Et donc il faut aussi, dans vos formations, savoir dans le côté évaluation, à quoi vont marcher les différentes personnes et bien prendre en compte que juste une forme de notation, une forme de feedback ne suffit pas à contenter tout le monde. Et c'est pour ça sûrement qu'à l'école, il y en a qui décrochent un peu des notes parce que leur forme de motivation n'est pas celle-ci. Voilà, juste pour vous rappeler, je dépasse, quelque chose que peut-être encore plus important que les 3 points d'avant, ce que fait pas la formation mais ce que fait le jeu, c'est de donner le sentiment à celui qui joue que oui, je peux y arriver. Si vous vous remémorez le parcours de Mario, si je tombe dans le premier trou, je suis mort. Mais je rejoue. Et je rejoue volontiers justement parce que c'était marrant de mourir et que je sais que la fois d'après, par mon apprentissage, je vais pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc le jeu veut qu'on aille au bout. Sinon, ce n'est pas un bon jeu, il ne marchera pas. Et avec tous ces éléments qu'on a vus, je vous souhaite de faire de bonnes formations. Merci. Merci bien. Bonjour. Bon, moi je vais vous parler de vidéo pédagogique. Alors, vidéo pédagogique, on voit bien qu'on est à peu près tous d'accord aujourd'hui pour dire que c'est assez génial, on en voit de plus en plus, on le voit avec l'engouement des MOOC ou le développement de la Khan Academy par exemple, donc l'académie académique dont vous a parlé Guillaume tout à l'heure. Ça vous parle ou pas? Oui. Ouais. Bon, juste pour rappel, c'est une plateforme de vidéo explicative qui explique les mathématiques. Donc apprendre en vidéo, c'est un vrai intérêt qu'on voit surtout quand on est à distance parce que désormais on peut arrêter quand le prof il nous ennuie, on peut revenir en arrière 3 à 4 fois tant qu'on n'a pas compris et puis on n'a pas quelqu'un derrière le dos qui nous dit mais quoi, t'as pas compris, pourtant c'est super simple. Donc la vidéo c'est un intérêt vraiment quand en plus on est chez soi et on est tout seul, mais c'est aussi un intérêt en formation présentielle. En formation présentielle, donc là où les apprenants sont réunis dans une même salle et dans un même lieu. C'est un intérêt parce qu'on peut l'utiliser à la fois en introduction, par exemple pour lever des freins, pour susciter des débats. On peut l'utiliser au milieu d'une formation, quand on a un petit moment après le déjeuner où l'attention est un peu moins bonne, donc pour casser le rythme. Et puis on peut l'utiliser à la fin d'une formation pour récapituler les points importants. Voilà, ça va être un marqueur, quelque chose qui va permettre que les gens retiennent. En tout cas, ça va casser un peu le rythme classique d'une formation. Et puis, dernière utilisation, et pas des moindres, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire nos propres vidéos. Donc, on peut demander à nos apprenants de réaliser leurs vidéos pour voir s'ils ont bien compris l'ensemble de la formation, comme une sorte un peu d'évaluation. Donc, la vidéo a son intérêt, mais qu'est-ce que c'est la vidéo pédagogique concrètement ? Alors, moi, je me suis dit que quand même, rien de mieux pour expliquer la vidéo pédagogique qu'une vidéo pédagogique. Donc, j'ai réalisé moi-même avec mes petites mains une petite vidéo pédagogique. Alors, j'ai volontairement pas toujours fait les choses bien. Alors, je vous demande d'être attentif et puis on en discute tout à l'heure. Vidéo pédagogique.
Pour diffuser votre vidéo pédagogique, vous pouvez l'héberger sur YouTube ou sur Dailymotion en fonction de vos besoins. Pour la créer, vous devez avoir un logiciel de montage type After Effects qui utilise des images vectorielles qui sont des images numériques composées d'objets géométriques individuels. Mais qu'est-ce que c'est la vidéo ? C'est une succession d'images animées accompagnées ou non de sons. Ça peut être une captation réelle, une succession d'images fictives en 2D ou en 3D, ou un mélange d'un peu tout ça. La vidéo pédagogique peut être utilisée en formation. Elle permet d'expliquer des concepts complexes pour faciliter l'apprentissage de tous et de chacun. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est amateur. Ouais, ça je vous l'accorde. Pourquoi? Oui, pourquoi, oui. Le son, le mix, les mots pas assez simples. Faut revenir sur on ça. voit pas le fil. Bon, c'est mauvais, quoi. Non, c'est ok quoi, c'est amateur. Ok. Ça peut être pire. Ça peut être pire. Oui, non, mais ça peut toujours être pire. Hein. Il y a des choses qui sont pas si mal. Hein. Ok. Bon, je suis à peu près d'accord avec vous. Et pourtant j'ai passé du temps quand même à faire cette vidéo. Donc je suis un peu embêtée. Mais en fait, c'est un peu ce qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, il y a des millions de vidéos pédagogiques qui circulent sur le web. Et finalement, il y en a quand même très peu qui atteignent leur objectif, c'est-à-dire d'arriver à faire comprendre le message qu'on voulait faire passer. Là, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui aient vraiment compris ce que c'était qu'une vidéo pédagogique. Pour éviter un peu ces déboires, je vais vous donner un peu les 10 commandements qui me semblent importants pour faire une bonne vidéo pédagogique. Alors, la vidéo pédagogique, comme son nom l'indique, c'est que l'objectif, c'est l'apprentissage. C'est qu'on doit apprendre quelque chose, donc on doit être moins bête entre avant l'avoir vu et après. L'apprentissage, ça fonctionne avec 3 paramètres. D'abord, on suscite l'attention est captée. Ensuite, on comprend. Voilà, on suscite la compréhension. Et ensuite, on mémorise, et on mémorise à long terme. Donc, chacun de ces commandements, je vais vous parler des 10 commandements de la vidéo pédagogique, va essayer de jouer sur au moins un de ces 3 paramètres. Ok. Premier commandement, surprendre. Alors, surprendre, ça peut se faire en suscitant la curiosité naturelle de l'être humain, parce que nous sommes des êtres naturellement curieux, notamment par le titre. Est-ce que vous vous souvenez du titre là, de la vidéo que je vous ai faite en introduction? Ouais, c'est pas très... Hein, ça suscite peu notre curiosité quand même. Alors, il y a un Américain qui, lui, a créé une plateforme qui fait des millions de vues, de vidéos explicatives, et c'est principalement dû grâce à la qualité de ses titres. Je le laisse vous l'expliquer lui-même. It's very exciting. I've found that asking a strange question is a great way to get people in. Not just people, but fans. And fans are different than just viewers or an audience because fans want to come back. They subscribe to you on YouTube and they want to watch everything you've made and everything you plan to make in the future. Because we are curious people, and sparking curiosity is great bait. It's a great way to catch a human. And once you've caught them, you have this captive audience that you can, with the goal in mind of answering the question, accidentally teach a lot of things to. So let's take a look at some of my videos. Here are 8 of them. But down here in the lower right corner, what color is a mirror? When people see that, it's very difficult not to click because you think, come on, are you serious? How could you possibly answer that question? Well, so far, 7.6 million people have watched this 5-minute video about what color a mirror is. And in that episode, I answer the question, and I get a chance to explain what would normally be kind of dry topics, optics, diffuse versus specular reflection, how light works on the retina, and even the etymology of color terms like white and black. Donc le titre, c'est quand même la première chose pour capter l'attention de l'apprenant. Mais pas que le titre, il y a aussi le scénario en lui-même. Je vais vous montrer une autre vidéo. C'est une société qui cherchait à sensibiliser les particuliers aux dangers domestiques. Alors sur ce type de thématique, on aurait imaginé quelque chose d'assez moralisateur. C'est mal de mettre les doigts dans la prise, c'est mal de sécher les cheveux dans son bain, etc., etc. Et là, ils ont choisi un angle beaucoup plus surprenant. Je vous laisse regarder. Get your toast out with a fork. Do your own electrical work. Teach yourself how to fly. Eat a 2-week-old unrefrigerated pie. Dumb ways to die.
dumb ways to die. So many dumb ways to die. Ok, surprendre, donc ça passe par un titre et un scénario. Deuxième commandement, les mots et la structure. Parce qu'on a beau faire la plus belle vidéo pédagogique du monde, si notre explication elle est confuse et si on met les choses dans le désordre, ça ne ressemble plus à rien. Typiquement, c'est exactement ce que j'ai cherché à faire dans ma vidéo d'introduction et que vous avez magnifiquement remarqué, c'est que j'ai commencé pour définir la vidéo pédagogique par la diffusion. Et après seulement j'ai parlé de vidéo. Et puis en plus j'ai utilisé des mots que personne ne comprenait, ou en tout cas réservés à des initiés. J'ai utilisé le mot After Effects, qui est un logiciel pour les professionnels, des images vectorielles, bref, c'était pas essentiel pour mon objectif pédagogique de vous faire comprendre ce que c'était. Donc d'abord l'importance des mots, et si vous devez passer toute votre énergie là-dessus, c'est sur la qualité de votre explication, c'est-à-dire le choix des mots qui s'adaptent au niveau de connaissance de vos apprenants, la structure, dans quel ordre je mets mes informations clés, et puis petit conseil, et c'est sûrement le plus efficace, c'est de faire relire au plus possible de personnes autour de vous pour qu'elles valident que votre explication soit claire. Et surtout, si c'est pas clair, c'est pas parce qu'elle est bête, mais c'est parce que vous ne savez pas expliquer. Voilà, il faut vraiment avoir cette capacité de remise en question sans cesse. Si une explication est claire, c'est que tout le monde a compris. Troisième commandement, amuser évidemment. Amuser, l'humour, c'est une des clés de la mémorisation. Ça sert de marqueur clé dans votre cerveau pour mémoriser les choses. Et puis amuser, eh bien, ça permet d'avoir ce plaisir d'apprendre. Pour exemple, une petite vidéo qui se fond sur Arte, qui cherche à expliquer la biographie de Jimi Hendrix. Aujourd'hui, Jimi Hendrix. Ça démarre pas très fort dans la vie pour Jimi. Parti à la guerre dans le Pacifique Sud, son père le voit pour la première fois alors qu'il a 3 ans, et Daddy n'est pas très content. Sa femme a sombré dans l'alcool et l'adultère. Livré à lui-même, le petit Jimi s'invente un ami imaginaire, Ceci, qu'il accuse de toutes ses bêtises. C'est pas moi, c'est Cécile. Oui, il rêve d'ailleurs, et il va trouver un instrument qui va lui permettre d'échapper au quotidien, un balai. Enfin, un balai devant sa glace. Ensuite, une vraie guitare pour droitier, mais qui joue comme un gaucher. C'est-à-dire pour vous, comme s'il était à gauche de votre... Enfin, comme un droitier à gauche de... Bref. Donc bon, je vous l'accorde, drôle, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas si simple. Après, il y a des petites choses assez faciles à mettre en place. Nous, ce qu'on utilise pas mal, notamment, c'est un décalage, puisque l'humour, c'est quand même le principe, c'est de faire des décalages. Et c'est un décalage entre une voix off qui reste très explicative et très scolaire, et des dessins qui, eux, apportent ce décalage un peu humoristique. Quatrième commandement, humaniser le discours. Alors, humaniser le discours, c'est pareil, ça va jouer sur la même chose, c'est-à-dire sur la mémorisation. Parce que quand on s'identifie à des personnages, eh bien, on ancre aussi l'information davantage. Alors, humaniser le discours, ça peut évidemment passer par du storytelling. Donc, le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. Alors, une histoire, certes, mais attention, faut pas que l'histoire soit un prétexte. On voit aujourd'hui beaucoup de vidéos qui utilisent le storytelling juste parce qu'elles commencent par « c'est l'histoire de Paul ». C'est l'histoire de Paul, mais derrière, il n'y a aucune vraie histoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne respecte plus les structures narratives classiques d'une vraie histoire. Aujourd'hui, le scénariste doit se poser la question au départ, mais où je veux emmener mon auditoire? Quel est mon objectif? Quel est mon message clé principal? Et ensuite, il doit respecter certaines règles narratives, alors qu'on a un peu apprises au collège en général, mais je ne sais pas pourquoi on a tendance à les oublier. La première, c'est une situation initiale, un contexte. Ok. Deuxième chose, c'est un élément perturbateur. Donc c'est l'élément qui va permettre d'attirer l'attention. C'est l'élément qui va perturber la situation initiale. Troisième chose, c'est l'élément de résolution. Donc c'est l'élément qui va permettre de résoudre l'élément perturbateur. Et enfin, notre situation finale, c'est-à-dire là où je voulais emmener au départ mon auditoire et qui explique là où je voulais en venir. Donc l'histoire, alors ça peut passer par raconter des histoires, mais pour humaniser le discours, on peut aussi faire des choses plus simples. Nous, pour nos vidéos Dessine-moi les cours, on utilise beaucoup la personnification. On personnifie des institutions, des banques. Alors, on personnifie par exemple la Banque centrale qui se retrouve avec des petites lunettes et une moustache, et puis elle peut agir avec des mains. Et ça donne un petit côté ludique, voire attachant. Cinquième commandement, rendre acteur. Alors rendre acteur, vous allez me dire, avec des vidéos, c'est pas facile. Je vous l'accorde. Rendre acteur, ça veut dire agir. Et normalement, une vidéo, on la subit. Mais
Aujourd'hui, il existe la possibilité d'avoir des vidéos interactives, c'est-à-dire des vidéos où on intègre à l'intérieur des questions, où on sollicite l'apprenant. Donc ça peut être des questions qui n'influencent pas du tout le scénario, donc une sorte de question rhétorique, et ça peut être aussi des questions, au contraire, qui vont influencer le scénario. Typiquement, vous êtes en train de lui expliquer une vidéo qui explique la création monétaire, par exemple, et puis vous parlez beaucoup de banque centrale. Au milieu, la vidéo s'arrête et dit « Mais au fait, la banque centrale, vous connaissez exactement son rôle? Oui? Non. » L'apprenant clique sur « Oui ». « Ah, autant pour moi. Bon, bah continuons l'explication. » Ou alors, il clique sur « Non. »« Ah, bah ça me semble peut-être important de revenir sur quelques bases. » Et là, il se déroule autre chose devant lui. Pour exemple, je vais vous montrer une vidéo, alors c'est en anglais, mais ça reste assez simple, qui utilise cette technique-là. Hey there, name's Alan. I want to tell you how marketing automation with Oracle Eloqua helped my company. But first, real quick, are you in the market for a new chicken coop? Yeah, I know. Because if you were, I'd know about it thanks to Eloqua. You see, my company is the international leader in designer chicken coops. And as a marketer, it's my job to drum up demand, which used to be a lot harder before I found out about marketing automation. You ever heard of it? That's great. Are you in marketing yourself? Well, if you're anything like our sales guys, you probably spend a lot of time thinking about leads. But as you know, sometimes it's less about getting more leads and more about... Voilà, bon, c'est juste pour que vous compreniez un peu le principe. En tout cas, l'idée, c'est que justement, on soit plus passif derrière cette vidéo, mais qu'on puisse agir sur le scénario. Ça permet à l'apprenant d'être, non seulement il est capté au départ par un titre ou par un scénario auquel il ne s'attend pas, mais là, l'idée, c'est de capter son attention tout le long de la vidéo parce qu'on va le solliciter régulièrement. Donc, il sait qu'il doit rester attentif et parce qu'il agit. Donc, il va vivre un peu une expérience un peu différente puisqu'on n'a encore pas vraiment l'habitude de voir ce genre d'outil. 6e commandement, changer le rythme. Parce que si d'un seul coup la voix off se met à changer de rythme, et bien là je recapte l'auditoire d'un coup. Le principe c'est ça. Alors je ne dis pas qu'il faut une voix off qui d'un coup se met à hurler, hein. C'est pas l'idée. Par contre, c'est de dire il faut changer de tonalité. Il faut changer de tonalité, il faut éviter de faire comme j'ai fait dans ma vidéo tout à l'heure où j'ai pris une voix particulièrement monotone et que j'ai cherché à endormir votre cerveau. Donc à l'intérieur d'une vidéo, l'idée c'est d'arriver à faire des silences, de faire des petites questions rhétoriques, de changer un peu de tonalité, en tout cas d'avoir une voix assez dynamique et punchy qui ne respecte pas un rythme trop régulier en tout cas. Et c'est d'autant plus valable sur des e-learning, parce que dans un e-learning, en général, on subit plusieurs dizaines de vidéos. Et là, si on est toujours sur le même type de vidéo en termes d'animation, en termes de durée, en termes de voix off, elle a beau être la plus géniale du monde au départ, au bout d'un moment, on perd complètement l'effet de surprise, ça anesthésie notre cerveau et finalement, eh ben, on perd son attention et on perd l'objectif initial. 7e commandement, créer des liens. Alors, créer des liens, l'objectif, c'est parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est quand on crée des liens, c'est-à-dire c'est quand on associe une nouvelle idée, donc notre apprentissage, à quelque chose que l'on connaît déjà. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne, c'est notre architecture de neurones qui veut ça. Donc l'objectif, c'est de, à chaque fois, faire en sorte qu'on trouve l'idée, on associe l'idée précédente à l'idée nouvelle. Et petit à petit, on emmène notre apprenant vers la complexité. Alors, créer des liens, ça peut passer par des analogies, par exemple. Si vous êtes tous fans de foot, je peux vous expliquer la compétitivité d'une entreprise grâce à la compétitivité dans un match de football, par exemple. Mais ça passe aussi dans la qualité du discours, de l'explication, de la voix off, qui, elle, doit finement créer des liens toujours entre deux idées. Et ces liens, ça doit être encore, ces liens doivent être visibles, parce que c'est ça qui fait qu'on arrive à raccrocher. Donc, nous, c'est ce qu'on utilise aussi beaucoup dans nos vidéos Dessine-moi l'écho, pour ceux qui connaissent. Par exemple, donc ça, c'est le schéma final d'une vidéo qui explique le pouvoir d'achat. C'est le dézoom à la fin sur l'ensemble de la vidéo. Donc, les dessins se sont rajoutés petit à petit pour arriver sur la complexité, puisque, enfin, sur la complexité, en tout cas, sur la fin de l'explication. Donc, le principe, c'est qu'on a au centre le pouvoir d'achat, puisque c'est le sujet qu'on voulait expliquer. Le pouvoir d'achat, c'est relié au revenu et au coût de la vie. Dans le revenu,
on retrouve l'épargne, le salaire, etc. Dans le coût de la vie, on retrouve toutes les étiquettes de prix calculées par l'INSEE. Donc, on voit bien qu'ici, les liens sont visibles. Alors, ça peut être des liens simples, hein, typiquement des flèches, mais ça peut être des liens sous forme de dessin, comme là, on a utilisé la balance. En tout cas, l'idée, c'est que ces liens doivent être clairement identifiables dans la voix off, dans l'explication en elle-même, parce que c'est comme ça qu'on arrive à construire notre savoir, et puis ils doivent être visibles. 8e commandement, restez sobre. Alors, rester sobre, c'est parce que très souvent, on a envie de faire des vidéos incroyables, esthétiquement magnifiques, et on se met à faire des dessins hyper chiadés, des trucs très pointus, sauf que notre cerveau est feignant, et que là, quand il a trop d'informations, il ne sait plus trop où regarder, il est un peu perdu, et bien il se noie à force. Alors, l'objectif pour faciliter un peu ce cerveau qui est déjà en situation d'apprentissage, donc c'est déjà un effort pour lui, il faut rester sobre, il faut utiliser des dessins qui vont uniquement servir notre explication. Parce que pour montrer une vache, par exemple, je veux qu'on comprenne que c'est une vache. Au final, il suffit de cornes, 3 taches et une cloche. Et puis on a compris, c'est une vache. Tout ce qui va chercher à aller plus loin, finalement, va perdre davantage notre cerveau. Donc, toute l'idée d'une vidéo pédagogique, c'est de lui faciliter cet apprentissage. Mais rester sobre, c'est aussi rester sobre, évidemment, dans l'explication elle-même. C'est-à-dire être synthétique, arriver à faire quelque chose d'assez concis en évitant tous les messages superflus. Et enfin, rester simple et rester sobre, c'est aussi éviter, comme j'ai pu magnifiquement le faire, si vous avez pu remarquer dans ma vidéo d'introduction, une musique qui ne sert à rien du tout. Parce que là, c'est pareil, notre cerveau, il ne sait plus ce qu'il doit écouter. Est-ce que c'est la voix off, l'explication, c'est quand même votre objectif, ou est-ce que c'est cette musique derrière qui rajoute finalement pas grand-chose ? Ah oui, je vais vous montrer un exemple de vidéo qui montre que, c'est pas une vidéo pédagogique en soi, mais par contre qui montre comment on peut comprendre des choses avec uniquement du graphisme et un bruitage. Vas-y. 9e commandement, synchroniser. Alors synchroniser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut, et ça c'est ça qui fait la grande qualité des vidéos ou non, c'est-à-dire synchroniser ce qu'on voit, ce qu'on lit, avec ce qu'on entend. En fait, nos sens, hein, par là où on apprend, donc c'est auditif et visuel, ils fonctionnent naturellement de façon totalement synchronisée. Or, si on leur met une vidéo où le visuel est différent de ce qu'il entend dans la voix off, c'est à peu près ce qui a dû se passer pour la plupart d'entre vous quand vous avez vu normalement un gros morceau de fromage au moment où je parlais des images vectorielles. Là, ce qui s'est passé normalement dans votre cerveau, c'est que vous essayez de trouver du sens. Ok, on parle d'image vectorielle et moi je vois du fromage. Mais voilà, et pendant tout ce temps-là, la vidéo elle continue malheureusement. Donc votre cerveau cherche du sens parce que c'est comme ça qu'il est fait, mais vous perdez le fil de l'explication. Donc toute la qualité d'une bonne vidéo, c'est d'arriver à rester synchronisé sur ses sens. Ce que vous devez voir correspond exactement à ce que vous entendez et inversement. Pour exemple, là je vous montre une vidéo qui le fait extrêmement bien. La vidéo va très très vite, mais par contre la synchronisation est parfaite. Vendre un poison et son antidote est l'assurance d'un business florissant. Bonjour. 13,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2012, 14% de hausse par rapport à l'année précédente, 21 000 employés dans 66 pays, le tout pour une entreprise créée il y a 113 ans et dont le siège social est situé à Crèvecoeur dans le Missouri. Voici Monsanto, la reine des graines OGM. Soja, maïs, coton et colza, à lui seul, le groupe produit près de 90% des semences transgéniques mondiales. Voilà. Mais ça, dans la même idée, c'est important aussi de ne pas animer deux choses dans le même plan.
C'est-à-dire le même plan, on a le cadrage, il y a deux choses qui sont animées, un petit personnage et un bout de texte, où il y a un personnage qui parle, souvent ça arrive, ça dans les vidéos de MOOC notamment, il y a le prof qui parle, et puis donc il bouge les mains, et puis il y a des dessins à côté. Donc là pareil, en fait c'est un mythe, il faut que je vous le dise, le cerveau ne sait pas faire deux choses en même temps. Donc il est perdu, il va passer de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, et bref, il va peut-être manquer des messages importants. Donc l'objectif c'est vraiment d'animer qu'une seule chose dans le plan. Alors nous, on utilise beaucoup, pareil pour les vidéos Dessine-moi l'écho, on utilise beaucoup la main. Parce que la main, c'est pas parce que c'est à la mode, mais, même si c'est devenu, mais c'est surtout parce qu'elle sert à guider le cerveau de l'apprenant, à dire c'est ici où je veux que tu portes ton attention et c'est pas ailleurs. Parce que malheureusement, notre cerveau est faillible et l'attention n'est pas optimale en fait. Quand on est concentré quelque part, eh ben, on peut perdre beaucoup ce qui est autour. En fait, notre attention, c'est exactement comme une couverture trop petite. Si je la tire vers le visage, eh ben, j'ai froid aux pieds. Et enfin, 10e commandement, c'est ancrer les visuels. Alors, ancrer les visuels, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas retirer du champ visuel les éléments clés de mon message et les liens, puisque les liens, c'est ça qui me permet de raccrocher. La plupart des vidéos, en fait, fonctionnent plan par plan, c'est-à-dire j'ai une petite scénette, fondue, scénette, fondue, scénette. Et ce qui se passe, c'est que notre cerveau, eh ben, il va, comme il a des fondus au noir, ou en tout cas les choses sont coupées, les choses sont plus visibles, il va les oublier. Donc, je vais vous montrer une vidéo qui illustre bien cette expérience et puis on en parle après. Premier tour de magie, premier test pour le cerveau. Essayez de trouver le truc. À présent, un jeu de cartes. Un jeu de cartes absolument ordinaire. Je vais vous demander d'en choisir une, celle qui vous fait plaisir. Prenez votre temps. C'est bon? Vous la montrez à la caméra? Vous, soyez très attentif, retenez cette carte. C'est bon? On repose la carte à l'intérieur du jeu quand vous le désirez. Parfait. Un verre absolument ordinaire. Vide. Complètement vide. Je repose le jeu à l'intérieur du verre. À présent, regardez bien. C'est bien votre carte? Magique, non? Vous avez compris comment Fred a fait? Peu importe. L'objet de cette expérience, c'est de découvrir que votre cerveau vous a joué des tours. Avez-vous été attentif au décor? Pendant le tour de magie, quand la caméra s'approcha de Fred, nous en avons profité pour changer le drap sur la chaise, pour remplacer la rose, et nous avons aussi changé la nappe. Vous n'avez rien vu parce que vous vous êtes concentré sur les mains de Fred. Nous avons montré ces images à Jean-Philippe Lachaud, chercheur en neurosciences et spécialiste de l'attention. Et lui non plus n'a pas remarqué les changements. Le cerveau d'un chercheur en neurosciences est exactement le même que celui d'un autre, donc on se laisse complètement avoir de la même façon. Je pars du principe que ce qu'il faut regarder, c'est les cartes, pour essayer de comprendre le tour. Donc bien vu. À présent, regardez bien. De plus, à cause des mouvements de caméra, votre cerveau a perdu la trace de certains détails du décor. Tout se passe comme si vous étiez devenu aveugle au changement. Lorsque vous avez deux scènes qui se succèdent, qui sont interrompues par une autre scène, vous n'avez pas forcément remarqué ou constaté un changement entre les deux scènes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faudrait une mémoire de la première scène qui vous permettrait de comparer avec la deuxième et de marquer le changement. Or, cette mémoire ne va exister que pour les détails sur lesquels vous avez porté votre attention. Voilà, donc ça c'est des failles de notre cerveau, on n'y peut rien, c'est comme ça. Alors c'est grâce à ça qu'existe le métier de magicien, parce que sinon les pauvres, ça ne marcherait pas. Mais en tout cas pour un pédagogue, c'est pas très pratique. Donc il faut vraiment faire attention quand on veut faire passer un message où certaines choses sont importantes dans le cadre de votre explication, c'est d'ancrer ces messages visuellement, de les laisser dans le plan pour que tout au long de l'explication on y ait accès. Ça permet vraiment à notre cerveau de ne pas se perdre, de rester concentré et surtout de mieux mémoriser.
Voilà, mais je crois que je vous ai donné un petit peu toutes les clés, enfin les clés qui sont en mon pouvoir pour que vous puissiez faire d'incroyables vidéos pédagogiques. D'ailleurs, aujourd'hui, il existe quand même des logiciels qui vous permettent de faire vos propres vidéos pédagogiques. Notamment, moi j'ai utilisé Movely, mais il y en a d'autres. Bon, alors, je vous l'accorde, celle que j'ai faite sur Movely n'était pas terrible, mais je vous rassure, le principal problème, ce n'est pas l'outil, c'est uniquement le scénariste. Merci. Bonjour, déjà. Je voudrais commencer cette dernière présentation par une question. Qui parmi vous s'est déjà retrouvé en formation et s'est dit « Mon Dieu, qu'est-ce que je fais là ?» Okay, donc il y en a quand même quelques-uns. Okay. Autre question, je sais que parmi vous, il y a des managers, des RH, des formateurs. Qui parmi vous a déjà envoyé un collaborateur en formation en se disant « Bon, on verra bien ce que ça donne ». Les autres mentent ou Ok. Bon, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas un sentiment très agréable de devoir faire ça. Je suis moi-même formateur et j'interviens régulièrement en inter- ou intra-entreprise sur différentes formations, dont notamment Prezi. Et il m'est arrivé un jour cette petite histoire, donc je forme un commercial à l'outil Prezi et à la fin de la formation, il vient me voir et me fait « Ah, c'est super, si je vais voir mes clients avec un iPad et un Prezi sur cet iPad, je suis sûr de marquer des points par rapport à mes concurrents qui arrivent avec 100 slides PowerPoint à débiter. Par contre, c'est bête, je ne le ferai pas. » Moi qui vais passer la journée à expliquer comment marche Prezi, mais pourquoi tu ne le feras pas? Et là, il m'explique que dans sa boîte, ce ne sont pas du tout les commerciaux qui font les supports de presse, c'est le service marketing, et que le commercial n'est là que pour rédiger, enfin, donner le discours en rendez-vous. Et donc, ce n'est pas du tout lui qui sera amené à faire le support. Est-ce que vous voyez là, du coup, où est le problème? Pour moi, il est là. C'est-à-dire qu'on a envoyé un petit chat déguisé en lapin dans une formation prévue pour des lapins. Ce qu'il ne faut bien sûr pas faire. Alors, comment essayer de remédier à cette situation? Alors, il y a plusieurs réponses qu'on connaît déjà tous, j'espère, mais c'est pas plus mal de les rappeler, donc on va en parler rapidement. La première réponse, ça va être bien sûr de bien se renseigner sur les formations qu'on achète. C'est peut-être un peu le niveau 0, mais il faut le faire. Sur les formations qu'on achète, mais aussi sur les métiers de son entreprise, pour savoir exactement qui fait quoi. Ça, c'est quelque chose de très général, et typiquement, c'est l'exemple de mon commercial. Le deuxième point va être plus le rôle du manager, bien identifier les besoins en formation de ses collaborateurs. Encore une fois, c'est très général ce que je dis, et je pense que vous en êtes convaincus, mais ça fait pas mal de le rappeler. Le troisième point, c'est quoi? C'est peut-être, et certaines boîtes le font, de plus en plus de boîtes le font, proposer un catalogue de formation à ses collaborateurs directement. Parce qu'au final, ce sont bien les collaborateurs qui savent le mieux sur quel axe de travail il serait bon qu'ils s'améliorent. Donc voilà les trois points qu'on a, nous, un peu identifiés. Mais aujourd'hui, donc, si vous êtes là et si je suis là aussi, c'est pour vous parler d'un point un peu différent qui est la formation intégrée. Alors, la formation intégrée, c'est quoi? La formation intégrée, c'est un processus de formation qui a lieu sur le lieu même du travail, avec les outils du travail et donné par le staff encadrant de l'entreprise, les managers. De façon plus claire, la formation intégrée, c'est quoi? C'est les managers qui forment les managers. Ça, dans un souci de motivation, on parlait de neurosciences tout à l'heure, vous savez sans doute que pour l'apprentissage, un facteur déterminant est la motivation. Ça, la formation intégrée pour la motivation, c'est génial. Comme on travaille dans le cœur de métier, les gens voient directement l'impact sur leur travail et ils sont beaucoup plus motivés pour travailler. D'accord? Donc, la formation intégrée, c'est quelque chose qui est très puissant. Bizarrement, quand on nous appelle chez SIDO pour intervenir dans des structures de tout type, publiques, entreprises, sur des soucis de formation, on ne nous appelle jamais pour des problèmes de formation intégrée. Beaucoup plus souvent pour des modules de formation bien précis ou pour du distanciel,
qui reste quand même très éloigné de ce que je disais avant, la motivation et le côté très direct par rapport au métier. Pire, quand j'ai commencé à m'intéresser à la formation intégrée et que j'ai cherché un peu de quoi il retournait, de quoi ça parlait, je me suis rendu compte que la plupart des articles que je trouvais, les plus récents, dataient de 2004. Donc il y a 10 ans. Pourquoi est-ce qu'un outil qui est si puissant, si fort et qui répond si bien à des problématiques actuelles n'est pas plus utilisé, n'est pas plus suivi? J'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Et là encore, on a identifié 3 freins à l'intégration de la formation intégrée en entreprise. Alors, le premier frein, c'est un frein très culturel, très structurel, c'est que l'entreprise n'est pas du tout faite pour ça. Alors, on aime beaucoup la formation en entreprise, on adore ça, on pense vraiment, et je pense qu'on le pense à juste titre, que c'est un moteur d'innovation, de pérennité dans la boîte, la formation, c'est génial. La formation, oui, mais la formation avec objectif, c'est-à-dire qu'on alloue tant de temps à tant de personnes avec tel budget pour apprendre telle chose précise avec tel objectif à la fin. Imaginez apporter la notion d'une formation qui serait diluée dans le temps de travail, qui aurait lieu de ça, de là, et qui en fin de compte prendra la place d'un vrai travail productif. On n'est pas vraiment prêt pour ça à l'heure actuelle. En tout cas, on ne pense pas l'être. Premier frein, donc, culture de l'entreprise. Deuxième frein, ça va être le rôle même du manager. On n'est pas du tout là pour épiloguer ce qu'est un manager, ce qu'est un bon, un mauvais manager, mais de base, sur la feuille de poste du manager, il n'y a pas forcément marqué « former les gens ». Et c'est normal, ils ont déjà un boulot bien rempli, les managers. Donc ils n'ont pas forcément le temps de le faire, et en plus, ils n'ont pas forcément les compétences requises. Il arrive, c'est de plus en plus rare, mais il arrive que des managers managent des gens, donc ils ne comprennent pas le métier. Typiquement, moi, ça m'est déjà arrivé de travailler avec des développeurs informatiques qui étaient managés par quelqu'un qui sortait d'école de commerce et qui n'avait jamais écrit une ligne de code de sa vie. Donc comment est-ce qu'une personne comme ça pourrait former des développeurs à évoluer? Troisième frein, parfois, on n'ose juste pas, et c'est encore une fois peut-être un peu culturel de l'entreprise, on n'ose pas dire qu'on a besoin d'un coup de main ponctuel sur un sujet précis. C'est-à-dire, moi, en tant que salarié, si je suis à ma place et que j'ai une tâche à accomplir, c'est parce qu'on estime que je suis bon à cette tâche-là. Si je vais voir mon manager et je lui dis « écoute, j'aimerais bien me faire accompagner par Robert sur ce sujet-là parce qu'il est quand même vachement bon », on peut avoir peur d'être pris pour pas aussi bon qu'on est. Donc ça, ce sont un peu les 3 freins qu'on a identifiés et qui sont là et qui bloquent un petit peu l'entrée massive qu'on voudrait pour la formation intégrée. De là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement amener la formation intégrée dans l'entreprise? Et là, je vais vous demander, c'est une vaste question, mais d'essayer d'y répondre avec moi, là, maintenant, tout de suite. Alors, vous n'êtes pas venu là pour ça, je pense que vous êtes fatigué, c'est le matin, tout ça, mais on va le faire quand même, c'est pas grave. Et donc, la question c'est justement comment faire, je viens de le dire, la question, comment faire pour intégrer la formation intégrée de façon efficace dans l'entreprise? Et donc, pour répondre à cette question, je vais vous demander de faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps, qui est d'imaginer. On va imaginer, on va penser, et pas imaginer n'importe comment, mais on va imaginer en fait comme quand on était gamin, tout petit, qu'on jouait avec une voiture de course. La voiture de course devenait vaisseau spatial, puis étoile filante, parce que de toute façon, là où on va, on n'a pas besoin de route. Donc, je vais vous demander d'imaginer. Pour ça, je vais vous demander de fermer les yeux, tous. Fermez les yeux. Ok, vous jouez le jeu, c'est parfait. Alors, on va imaginer sans aucune contrainte, ni de temps, ni de budget, ni de logistique. On n'a absolument aucune contrainte. Personne n'a le droit de vous dire « oui, mais ». Surtout pas vous. Vous n'avez absolument pas le droit de vous dire « oui, mais ». Et donc là, les yeux fermés, libérés de toute contrainte, vous allez essayer d'imaginer une action qui, dans votre entreprise ou de façon très générale, permettrait de mettre en place de la formation intégrée. Pensez-y 1 minute ou 2 et on en reparle. On va s'arrêter là, ouvrir les yeux lentement, s'étirer si besoin parce qu'on a fermé les yeux longtemps. Est-ce que quelqu'un voudrait partager son idée avec le reste du groupe? Ne soyez pas timide, on est là. Mademoiselle, là-bas. Je me suis imaginé
pouvoir fermer les yeux et puis faire défiler dans ma tête toutes les thématiques de formation qui pouvaient m'intéresser sans avoir besoin d'avoir un terminal mobile, une connexion internet, un machin comme ça, et puis pouf, ça s'allume, et puis je regarde dans ma tête la formation, je l'arrête, je ouvre les yeux, je réponds à quelqu'un, et sans pouvoir perdre le fil de ma journée. Voilà, être toujours, avoir tout le temps pile poil au bon moment l'information que je demande. Je veux savoir avec qui tu numérique, je ferme les yeux, pif, ça sort. Voilà, c'est vraiment de l'instantané, sans aucune contrainte de technique derrière, quoi. Là, pour le faire en fermant les yeux, on a presque un implant neuronal derrière la tête qui nous balancerait l'info, ce serait parfait. J'adore cette idée. J'adore cette idée. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager ça avec nous? Monsieur devant? Moi, je pensais à rendre le job ludique, positif et apprenant. Pour moi, ça devrait dire échangeant et reliant. D'accord. Car je peux jouer avec les copains, les collègues et apprendre des trucs. Là, on revient un peu sur la gamification de l'IM pour le jeu, l'aspect social de tout ça. J'ai vu une main se lever au fond. Madame, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Moi, ça m'a fait penser à un modèle dont on a parlé il y a quelques temps qui s'appelle Reverse, sur un système de troc de service en fait, en entreprise. C'est-à-dire qu'on sait tous faire des tas de choses, simplement les autres ne le savent pas, ou pas forcément, et vice-versa. Et donc, organiser une sorte de bourse d'échange où on me dit, ben voilà, vous avez un problème sur votre PowerPoint, voilà, moi je peux vous briefer sur telle version, on sait rien. Très bonne idée, merci. Est-ce qu'on a quand même un petit peu de temps? Est-ce qu'une dernière personne veut participer? Je serais ravi qu'une dernière personne, une quatrième personne, donne son avis. Ah. Bonjour, je m'aperçois que d'une certaine manière, comme les interventions, je suis partie de l'utilisateur. Il n'y a pas de celui qui décide, donc c'est moi j'ai envie, moi j'ai besoin. Ouais, on repartit en fin de compte de la base de l'ingénierie pédagogique qui est identifier le besoin d'information de l'apprenant et pas de la collectivité. Très bien. Ah, j'ai encore une dernière ici, puis après je continuerai. Très bien. Juste à Madame Blonde au troisième rang. Mais alors moi, la puce neuronale, c'est pas encore trop ma tasse de thé. Je préfère encore maîtriser mon cerveau toute seule, mais je verrais bien, comme on a pu voir dans des films de science-fiction, une interface vocale, ordinateur central, dis-moi ce qu'il y a comme connaissance théorique sur ce sujet, et puis je rencontre tel problème, transforme-moi ça en étude de cas, en exercice personnalisé sur mon problème tout de suite. Très intéressant. Avec des hypothèses d'action. Ok, super, merci. Ah bah, vous voyez que là, en 45 secondes, on a eu 4 idées hyper intéressantes. Alors, bien sûr, c'est pas réalisable dans la vraie vie, hein, parce que dans la vraie vie, il y a des contraintes d'argent, il y a des contraintes de plein de choses. Moi, ma voiture, elle ne fait pas du tout vaisseau spatial, malheureusement. Mais pourtant, on peut se fixer ça comme soit sac à idées, soit carrément objectif à atteindre. Donc, ce genre d'exercice est hyper intéressant. On l'a fait, nous aussi, chez Sido, donc on s'est posé un petit peu, et on s'est dit, bah, qu'est-ce que pour nous serait une façon efficace, la meilleure façon pour intégrer, intégrer de la formation intégrée au sein même de l'entreprise. Et du coup, on a relevé quelques points que je vais partager maintenant avec vous. Encore une fois, on se détache complètement de toute contrainte matérielle. On ne fait pas ça souvent, donc pour une fois, ça fait pas de mal. Alors, le premier point qu'on a évoqué, c'est le rôle du manager. Le manager ne doit plus être en tout cas celui qui prescrit ce qu'il y a à faire. Mais il doit devenir un peu l'entraîneur de foot, le motivateur, celui qui arrive à relier les compétences individuelles pour faire avancer le collectif. Ça, c'est ce que pour nous serait un bon manager. C'est donc lui qui va définir, qui va voir, qui va sentir qui a besoin de quoi. D'accord ? Pour justement s'améliorer au point de vue personnel, mais aussi pour faire avancer l'équipe. Ce n'est pas lui pour autant qui va former les gens. Mais c'est bien lui qui va identifier de façon très, très, très précise et pointue qui a besoin de quoi. Ça passe par quoi? Ça passe par une connaissance parfaite de ses collaborateurs. C'est peut-être bête à dire, mais encore une fois, on se détache de tout. Deuxième point, le tutorat. Et là, je vais rejoindre ce que disait Madame, je crois que c'est vous qui l'avez dit. Quand j'ai commencé à me poser la question de la
formation intégrée, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. J'ai eu cette réflexion un peu naïve qui était, à mon avis, quand quelqu'un a un problème sur un point précis, il va voir un collègue, lui demande, écoute, est-ce que tu peux me filer un coup de main sur ce point-là? Moi, je sais que c'est comme ça que j'aime travailler, et chez Sido, généralement, on travaille plutôt comme ça aussi, et il n'y a pas de souci. Du coup, je trouvais ça un peu bête de conceptualiser la formation intégrée. Et on m'a dit qu'en fait, souvent, non. Les gens, soit n'osent pas aller voir leurs collègues, pour ce que je disais avant, la peur justement d'être pris ou d'être pris pour plus bas que ce qu'on ne vaut, mais aussi parce que parfois les collègues n'ont simplement pas le temps. Ils n'ont pas le temps, ils ont tous un métier, une fiche de poste très chargée, et n'ont pas du tout le temps de faire ça. J'ai un ami qui travaille en bureau d'études à Strasbourg en ingénierie de génie civil, et il m'a dit que dans chaque service chez eux, ils ont une sorte de quota qui dit que voilà, une personne doit travailler comme par exemple 1,3 personnes. Donc dans son service à lui, le quota est de 1,3. Donc chaque personne dans ce service doit travailler comme 1,3 personnes. Alors comment, avec un quota qui doit travailler plus qu'il n'a lui-même, peut-il encore prendre du temps pour venir en aide à des personnes qui seraient en difficulté dans son service? Et du coup, c'est là où on se dit, pourquoi ne pas pousser à fond le concept de tutorat et identifier dans chaque service, dans chaque structure, des gens qui savent, qui ont une expertise sur un sujet précis. Je sais que si j'ai un problème avec ça, avec mon PowerPoint par exemple, je dois aller voir Henri, je dois aller voir Juliette, je le sais. Et cette personne-là, dans son temps de travail, a prévu un créneau, alors pas une demi-journée complète le lundi matin, c'est pas ça qu'on dit, c'est plutôt dans son planning de poste, c'est qu'il peut se dégager un petit peu de temps pour accompagner les autres. C'est l'idée de ne plus travailler comme 1,3, mais comme 0,8 peut-être. Et que ces 0,2 qui restent participent à la cohésion, au travail, à la productivité de l'équipe complète. Pour moi, en fait, le tutorat, c'est un peu ça. Il y a celui qui doit apprendre, d'accord? Celui qui a l'expertise. Alors, celui qui a l'expertise donne l'expertise à celui qui apprend. Celui qui apprend permet à celui qui a l'expertise de voir son travail d'un œil neuf. Et tout ça se fait sous le regard aimant du manager. J'en suis fier de celle-là. Des outils adaptés. On parlait avant de puces neuronales, alors je ne pense pas aller jusque-là, mais n'empêche, on pourrait faire des outils adaptés. On a tous dans nos entreprises, et je pense que vous l'avez aussi, des wikis, des intranets, enfin nous, tous, nous on n'a pas, mais les gens ont des wikis, des intranets, des foires aux questions, tout ça. Mais au final, ça reste globalement des guides de procédure qui ont été numérisés et collés sur le web. On a encore quoi? Des pages, des pages, des pages de texte. À l'heure de YouTube, de Google, de la formation en temps réel, des vidéos pédagogiques, est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de faire? Je ne pense pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt justement s'inspirer, repenser tous ces outils et s'inspirer de la culture Internet pour faire des choses un peu différentes? Typiquement, les tutoriels sur YouTube, aujourd'hui, quelqu'un qui veut maîtriser Photoshop ou une technique très précise de Photoshop, par exemple rajouter un effet de brume sur une image, il va voir un tuto, il teste un petit peu, en 5 minutes, il a acquis cette nouvelle compétence. Alors pourquoi ne pas justement se repencher sur ce type d'outils, ce type de structure, et repenser un petit peu les outils à notre disposition? La pédagogie. Alors, la pédagogie, ce n'est pas un terme très à la mode, même les profs sont de moins en moins formés à la pédagogie. Et pourtant, ne serait-il pas intéressant de former les managers à la pédagogie? Dans notre idée, où le manager serait là pour accompagner, pour identifier les besoins, pour faire en sorte de prescrire la formation ou le suivi qui ferait que le collaborateur le lundi, qui avait des difficultés le lundi, sera meilleur le vendredi. Est-ce que là, le manager n'a pas presque un rôle de professeur qu'il serait bon de former à la pédagogie? Donc on s'est dit que ce serait pas mal peut-être de former les managers à la pédagogie. Et enfin, mon dernier point, je vous l'ai dit, on n'est aucune contrainte, on est dans un monde un peu irréel, dans notre bulle, là aujourd'hui, dans cette salle. Dernier point, et si on redéfinissait carrément l'entreprise? Si on se disait que l'entreprise, ce n'est pas, en fin de compte, uniquement une entité qui est là pour créer de la richesse, des biens, des services, mais qui est là pour faire ça, effectivement, mais aussi pour participer activement à l'épanouissement de ses collaborateurs, à la création, en fin de compte, de savoir qui fait que le collaborateur qui sort de l'entreprise, au bout de 3, 4, 5, 10 ans d'activité, est meilleur qu'il ne l'était le jour où il est entré.
Et est-ce que ce n'est pas ça, au final, qui fait que l'entreprise peut évoluer, peut créer de nouvelles choses? Merci beaucoup de votre attention.